attirer votre attention sur quelques tweets qui ont attiré notre attention pendant le back channel. Sylvain Bérubé parle de Brigitte, prof. Nous invitons les participants de Claire 2013 à se joindre au groupe Facebook L'éthique en éducation. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez joindre ce mouvement. Ce n'est pas en interdisant à utiliser ces outils-là à l'école qu'on réglera la chose. C'est un commentaire de Marie Germain. Jean-Yves Fréchette a écrit « La construction de l'identité numérique positive passe par la valorisation de la langue ». C'est Nathalie Couson aussi. Ben, c'est envoyé à Nathalie, je crois. Annick Sirard. Partager ce qu'on pense en ligne, ça expose. Prendre des risques. Calculer, ça éloigne l'inertie. Ça dépend de ce qu'on veut. JS Eno. Le Wi-Fi peut bien avoir de la misère. Il y a quelque chose qui le kick sur le router. Maintenant, je ne peux pas vous montrer la photo, là, mais la photo qu'il a montrée, voyez-vous là-bas le joueur de football? Juste là, puis il donne un coup de pied, puis on dirait qu'il frappe le router. C'est ça qu'on voit sur l'Internet. Donc, puis en contexte, quand tu le vois de loin, c'est vraiment comme si le joueur de football donne un coup de pied au router. Reboot. Pierre Clavette, merci Denis Pelletier pour la web diffusion, c'est excellent. Donc, c'est un commentaire qu'on a eu comme ça. Nancy Brousseau, un RT d'Alexandre Gagné, mon petit reportage sur Claire 2013 réalisé dans l'Action. C'est un petit film sur YouTube qui est disponible en allant sur le back channel. Stéphane Brousseau, un RT de P. Gagnon. Ce que je vois à Claire 2013 remet en question ma pratique. Ça me déstabilise, c'est dur sur le gars. Lucie Gingras, un élève de 7e, fier de me dire que son école est dure à battre en technologie. Philippe Picard, vraiment impressionné par la passion dégagée lors des discussions avec les élèves du CHM. Donc, c'est un autre message. Et puis, bien déployé, la technopédagogie, c'est la pédagogie tout court. Un message de Jacques Cool, que je vous présente à l'instant, qui va à son tour présenter notre conférencier de cet après-midi. Puis, encore une fois, je vous souhaite une excellente conférence. Je vais revenir après la conférence pour vous donner un petit peu les détails de ce qui s'en vient par la suite. Bonjour. Darren Kuropatwa est conseiller en technopédagogie à l'école St. James Assiniboia, qui est située à Winnipeg, au Manitoba. Il fut un pionnier dans l'usage de blogs scolaires dans ses classes de mathématiques avancées au secondaire. Darren s'est forgé une notoriété dans son exploitation judicieuse de technologie, particulièrement avec la vidéo et différentes explorations, permettant ainsi à ses élèves de réaliser des choses qu'ils et elles n'auraient pas cru possible de faire autrement. Il est conférencier sur une base régulière aux conférences Building Learning Communities de Allen November au Massachusetts, en plus d'avoir donné des présentations un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. Il a un blog, le addifference.blogspot.com, quoique dernièrement, il produit davantage ses billets de blog en format vidéo. Une recherche sur Twitter ou sur YouTube avec le mot-clic while walking, donc pendant la marche, while walking en dièse, ou encore ses contributions prolifiques sur Flickr, sur SlideShare, qui en passant, en tout cas, nous permettent de réaliser toute l'ampleur de ses contributions généreuses et sa passion pour apprendre, qui, elle, est définitivement contagieuse. Donc, sans plus tarder, M. Darren Kuropatwa. Bonjour. Avant que je commence, je dois dire, c'est si clair, après tu me parlais pour quelques instants que je ne suis pas une francophone, je suis un anglophone. Et des fois, avant que j'ai eu mon poste présent, j'avais fait 1 an en travaillant au ministère, au Bureau de l'éducation française au Manitoba. Et pendant l'interview, qui dure pour 1 heure, j'avais parlé de français pour la première fois que les 12 ans passés. Alors, j'essaie de présenter toutes mes affaires en français. Des fois, je tâtonne mes mots et si un peu d'anglais échappé, j'espère que vous êtes
d'accord avec ça. Mais quand tu me vois dans les couloirs, s'il vous plaît, me parlez en français parce que c'est comme ça que j'apprends. Et si vous avez des corrections de grammaire, de la langue, je suis vraiment ouverte de votre aide avec mon apprentissage avec la langue française. Mais à part de ça, je veux de vous parler de... Le titre de mon présentation, c'est Trouveur d'histoire. Et ça commence avec une conversation avec Ewan quelques ans passés dans la ville de Boston à la conférence de Building Learning Communities. Et pendant cette conférence, Ewan a lancé l'idée de les élèves comme les trouveurs des problèmes. Et quand je pense de ça, je commence à me demander, est-ce vraiment le défi de trouver le problème ou est-ce que le défi, c'est vraiment de trouver des façons d'exprimer notre façon d'explorer des problèmes et peut-être des solutions de problèmes dans une façon cohérente? Et je pense que la réponse de cette question, c'est oui, et j'ai quelques idées que je veux partager avec vous aujourd'hui et pour discuter peut-être pendant ou après la présentation, pendant le vin et fromage qui suivent. Alors, tu me laisses savoir. Je vais mentionner plusieurs sites web pendant mon conférence et le seul note que tu dois prendre, c'est celui-là. Juste prends note que le S dans le mot story finding, c'est en majuscule. Et si vous avez cette note, tu n'as besoin pas de prendre une autre note de plus. OK? Et voilà. So, g.mp, story finding avec un S majuscule. Alors, imagine que tu rentres dans ta salle de classe, ou les élèves rentrent dans la salle de classe et vous présente sur l'écran ou sur le TBI ces mots-là. Il était une fois. Alors, si tu penses de ces mots, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de contes commencent avec ces mots et se donnent un encadrement de l'expérience qui vont suivre. Un sens de calme. Peut-être ça vous souvenez d'un temps que vous s'assoyez avec tes parents et ils sont en train de liser une histoire, n'importe quoi. Quand j'ai dit quelque chose comme Glass Slipper, tu sais l'histoire? Tu te souviens l'histoire? Et tu connais tous les caractères et toutes les relations entre les caractères? Et toutes les complexités de l'interaction avec les caractères, une père qui n'est pas là, une mère qui est méchante, des sœurs qui n'étaient pas gentilles, et un rêve d'une vie spéciale, une vie significante. Tout ça avec un mot branché avec une histoire. Parce qu'à la fin, nous sommes seulement les histoires que nous racontons. À la fin de la journée, quand tu retournes après le travail, tu retournes à la maison et peut-être tu soupes avec une liste des faits. Il commence avec tu ne peux pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Ben, tu sais, il y a ce gars à travail, il a fait quelque chose qui est si brillant. Laisse-moi vous expliquer. Et si vous avez une épouse ou un mari comme moi, mon épouse a une façon de expliquer les banalités de la journée dans une façon vraiment intéressante. Et je peux juste écouter elle. Mais de l'autre côté, à l'autre côté de la vie, quand une personne est décédée, on a partagé, on rassemblé pour partager les leçons de leur vie, par échanger des histoires, des leçons que nous avons à apprendre de cette personne, mais ils sont tous encadrés dans des histoires. Et c'est comme ça que j'ai dit, nous sommes vraiment les histoires que nous racontons. Si tu lisais les romans de science-fiction, des fois, ils parlent des robots
Et j'imagine que tout le monde connaît le film Star Wars. Et les caractères de C-3PO et de R2-D2, ils ne sont pas simplement des robots, parce qu'ils sont des robots avec une histoire. Et un robot avec une histoire, c'est comme un caractère, c'est comme une personne. Mais une personne qui n'a pas une histoire, c'est vraiment juste un robot. Alors, comment le banal devient-il une histoire qui mérite d'être racontée? Ça, c'est le défi, vraiment. Alors, laisse-moi vous montrer quelque chose et on va discuter ça après. Alors, peux-tu imaginer les discussions autour de la table au souper ce soir dans ces familles-là? Ils ont tous une vraie histoire de partager. Et alors, ça me vient à la discussion de l'importance de la narration. Et laisse-moi vous exprimer ça avec deux exemples. Le premier sort de la Deuxième Guerre mondiale. Il était ce gars-là, Hermann Göring. Ils sont le deuxième chef dans l'armée des nazis. Et pendant le procès de Nuremberg, avant ça, il est responsable pour les crimes contre l'humanité. Des choses méchantes comme on ne peut pas imaginer. Mais un de ces crimes mineurs, un de ces crimes qu'ils ont fait contre un pays, les Néerlandais, c'est qu'il a acheté cette peinture, cette œuvre d'art, le Christ et la femme d'Angleterre de Vermeer. Vermeer était un peinturiste de Néerlandais. Et il a acheté cette peinture de cette gars-là, Han van Meegeren. Pendant le procès, Meegeren est sur la boîte de témoignage et il est en train de répondre à la question des loyers et des avocats. Et pendant tout le reste de le processus, Göring est vraiment, il montre seulement le dédain de tout le processus, de tous les fonctionnaires de la cour, de tout ce qui se passe. Mais juste à le moment que Meegeren commence son témoignage, il écoute bien. C'est la première fois et la seule fois pendant tout le processus. Et à ce moment-là, Meegeren a révélé que ce n'était pas cette œuvre d'art qu'il a vendue
à Gering, il a vendu celui-là. Ça, c'est le Christ et les femmes adultères faisait par Megaren, une faussière par excellence. Peux-tu voir la différence entre les deux? Regarde celui de Vermeer et de Megaren. Vermeer, Megaren, Vermeer, Megaren. Est-ce qu'il y a une différence entre les peintures? C'est pas possible il est une faussière par excellence, mais à cause de le fait qu'après 7 jours, dans son cellule, Gering a suicidé lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possession des œuvres d'art encore. Il est un criminel, il est dans une cellule. Les raisons qu'ils ne peuvent pas accepter, la seule chose qui lui frappe plus fortement, c'est qu'il n'a pas vraiment l'originel de Vermeer. Et quand tu vois une œuvre d'art, ce n'est pas simplement une œuvre d'art que tu regardes, c'est toute l'histoire branchée, connectée avec cette œuvre d'art. Et c'est pour cette raison que Gering devient très triste et il a suicidé en fait. Un autre exemple de l'importance de la narration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la musique de John Cage? Il y a un, deux, quelques. OK. John Cage est un compositeur moderne de la musique classique et il a composé c'est un de ses œuvres plus fameux. 4 minutes 33 secondes. Il est divisé en 3 mouvements. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui jouait un instrument de piano, la guitare, n'importe quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Et pouvez-vous liser la musique comme les noirs et les blancs, et les pauses et les semi-pauses, les soupirs? Il y a des... OK, cette œuvre de musique est composée complètement des restes, des semi-restes, des soupirs. Il est composé complètement de silence, en 3 mouvements. Un soir, un groupe de personnes allait pour écouter la performance de cette œuvre d'art, cette œuvre de musique. Laisse-moi vous jouer cette musique, mais seulement le premier mouvement, juste les 30 secondes. OK? Regarde ça. Well, I promise you, this is the piece everyone here tonight has come to experience. There really is nothing like John Cage's 4 minutes, 33 seconds. Il prépare. Et il commence. Tout l'orchestre avec leurs instruments, avec des beaux vêtements. Alors, pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pyjama cette soir pour aller là, juste pour écouter ça? Mais honnêtement, il me semble comme ce gars, le seul gars avec un sourire, c'est le seul gars qui connaît le blague. Et si tu veux, tu peux l'acheter sur iTunes. Il est disponible pour 99 sous. Mon question, c'est pourquoi il y a un auditoire pour la performance d'un mouvement de musique, d'une performance de musique composée complètement des silences? Parce que tu n'as besoin pas de quitter la maison pour ça. C'est la narration. Je suis une partie de cette histoire. Je suis une partie de cette conte, peut-être. Et toutes les histoires commencent avec cette phrase. Il était une fois. Alors,
laisse-moi encadrer tout le reste de mon présentation avec une histoire. Alors, il était une fois et il était une fille et il y avait un garçon qui l'adorait. Mais c'est compliqué. Je pense que peut-être tu connaissais cette histoire. Regarde ça. Il y a près de 3000 ans, la passion pour une femme déclencha la plus grande bataille jamais livrée. Par amour. Je veux qu'elle revienne. Viendras-tu faire la guerre avec moi, mon frère? Nous envoyons la plus grande flotte qui ait jamais navigué. Il nous faut le plus grand des guerriers. Achille est impossible à contrôler. Prends garde, roi des rois. Tu devras d'abord être vainqueur. Je ne te demanderai pas de combattre pour moi. Tu l'as déjà fait. Jamais un fils de Troie ne voudra se soumettre à un roi étranger. Alors chaque fils de Troie devra mourir. Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre. L'immortalité! Étienne! Avant que mon heure ne soit venue, je me pencherai sur ton corps en souriant. Et aussi pour nous comme profs, il y a aussi une guerre. Mais ce n'est pas une guerre avec nous contre nos étudiants. C'est une guerre, nous, avec nos étudiants, contre l'ennui. Ni les élèves, ni les enseignants ou enseignantes veulent avoir des classes ennuyeuses. Et on veut, tout le monde, avoir des classes, des expériences d'apprentissage, engagement. Mais vraiment pas juste des expériences engagées, mais aussi des expériences qui bougent au-delà de l'engagement vers l'autonomisation et des expériences qui donnent un sentiment d'emmerveillement à les élèves. Alors, cette guerre, il continue pour les meilleures des raisons, l'amour. Dans l'histoire de Troie, mais aussi pour nous. Alors, le premier des 10 commandements pour les enseignants, c'est que soyez intéressés par votre sujet. J'imagine, dans toutes vos classes, il vient une classe spécifique, un sujet spécifique que tu l'adores d'enseigner. Il y a une expérience d'apprentissage que tu fais avec tes élèves, avec tes jeunes, qui est vraiment exceptionnelle et vous êtes vraiment passionné de partager ces infos avec vos élèves. Et cette passion est vraiment contagieuse. Mais souviens qu'il y a une méthode pédagogique qui ne manque jamais. Et cette méthode, c'est, si vous êtes désintéressé, il est certain que vos élèves seraient désintéressés aussi de ce que tu vous expliquais. Alors, les 10 commandements pour les enseignants ou enseignantes, ce sort d'un livre par le mathématicien George Polya. Ça, c'est le gars qui a écrivé, il est fameux pour les 4 étapes de suivre pour résoudre les problèmes mathématiques dans un livre qui s'appelle How to Solve It. Mais et dans ce livre, les profs de maths, mais aussi toutes sortes autres des profs, peuvent apprendre quelque chose. Dans un deuxième livre qui s'appelle Mathematical Discovery, divisé en 2 parties. La deuxième partie, c'est complètement au sujet de la pédagogie. Et dans cette partie, il a discuté ces 10 commandements pour les enseignants ou enseignantes. Et le deuxième, c'est connaissez votre sujet. Mais quand on parle de la connaissance, les connaissances ne sont pas dans nos têtes, elles sont entre nous. Il y a 2 sens de connaissance. Quand on parle de connaissance, est-ce que tu parles de le nom ou le verbe? Le nom qui est limité par des choses qui viennent dans un texte, limité par la limite du papier, limité par un début et une fin, ou un verbe, une activité, quelque chose que nous continuons d'explorer au-delà de l'école. J'ai des collègues qui me disent pourquoi je passe du temps avec mes élèves qui expliquaient leur façon, leur méthode de résoudre des problèmes ou comment de faire leur travail. À la fin,
l'explication de moi-même sont toujours les meilleures. Et à la fin, c'est moi qui vont expliquer ça encore. Pourquoi? Et je n'ai pas le temps de les gaspiller. Le problème avec cette attitude, c'est qu'il oublie complètement le troisième commandement pour les profs. Sachez les manières d'apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre quelque chose, n'importe quoi, c'est de le découvrir vous-même. Et c'est les élèves qui ont besoin le temps d'explorer leurs connaissances. Alors, quand je parle de les connaissances comme un verbe, souvenez-vous un temps quand tu commences vos carrières comme une enseigneur? Est-ce que tu te souviens le temps au début de l'année scolaire et tu n'as jamais eu une classe de ton propre classe en avant? Cette première classe, pour moi, c'était le plus difficile classe. Et à la fin de cette année, je comprends avec une profondeur plus grande le contenu de mes cours que l'avant. Est-ce que vous avez avoir une expérience comme ça quand tu as enseigné? Et il passe une autre fois dans ma vie, juste une autre fois. Chaque fois que les directeurs ou directrices me donnent un nouveau cours d'enseigner. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la même expérience avec les nouveaux cours? Je suis seul. Tu as la même expérience? Quand tu as un nouveau cours, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand vous avez un cours que tu n'as jamais enseigné en avant? Comment est-ce que tu résous le problème de trouver les matières pour ce cours? Qu'est-ce que tu fais? Une idée? Quoi? Recherche, on fait des recherches, oui. Tu peux faire des recherches sur Internet, tu peux faire des recherches dans des livres, dans les textes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle avec tes collègues? Et est-ce que tu les demandais, est-ce que je peux avoir tes stuff? Est-ce que tu peux avoir tes papiers? Parce que c'est ça exactement que j'ai fait moi-même. Mais quand tu as reçu ce stuff, tu le regardes, tu sais, ça ne fait pas de sens, ça. Parce que ce n'est pas votre stuff, c'est le stuff d'une autre personne. Et tu dois trouver une façon de comprendre. Tu dois sauter dans la matière. C'est la même chose pour les élèves. Et c'est aussi une sorte des façons d'apprendre. Alors, le quatrième commandement pour les élèves, c'est mettez-vous à leur place. Parce que vous, comme les profs, nous sommes les experts. Tu connais déjà beaucoup de sortes de choses que les élèves ont exposées de ces idées pour la première fois. Mais regardez les visages de vos élèves. Essayez de déceler leurs attentes et leurs difficultés. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience comme ça? J'étais un prof de maths et dans mon salle de classe, dans la 7e année, je vais expliquer quelque chose avec les rapports de mes élèves. C'est si difficile pour les élèves. Et j'ai dit, OK, tu commences avec le premier rapport et en place de diviser le second, tu veux juste multiplier par leur renverse. Et l'élève, elle me dit, Monsieur K, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer encore? Oui, absolument. Je continue d'expliquer. Je trouvais d'une façon ou l'autre trois méthodes différentes d'expliquer ça. Et à la fin, la petite fille, elle me dit, Monsieur, je ne comprends pas. Et finalement, l'élève juste à côté d'elle tourne à elle et dit, OK, tu commences avec le premier rapport, tu ne divises pas, tu multiplies par le renverse. Et elle dit, oh, maintenant je comprends. Est-ce que tu as une expérience comme ça? Tu l'expliques, mais quand les élèves en parlent ensemble, ils expliquent immédiatement, même s'ils utilisent exactement le même mot que vous. Alors, ça c'est dans les têtes de les débutantes. Ils connaissent les défis qu'ils présentent à une débutante.
nous, comme experts, des fois, c'est meilleur de donner la parole à les élèves parce que comme ça, ils peuvent expliquer entre eux comment de faire les choses que vous êtes en train d'enseigner. Le cinquième commandement pour les élèves, pour les profs, c'est de ne donner pas seulement l'information. Donnez-leur des savoir-faire, une attitude de pensée et l'attitude de travail méthodique. Ça veut dire que des fois, peut-être c'est plus important comment vous enseignez en place de quoi vous enseignez. Parce que les élèves apprennent de vous pas seulement l'info, mais des habitudes d'esprit. Et le 9e commandement, c'est de ne dévoiler pas votre secret d'un seul trait. Le laisser devenir, le laisser trouver par eux-mêmes, par essai et erreur, et créer un écart, comme j'essaie de faire maintenant. Créer un écart et comme ça, un besoin de savoir. S'il y a un écart, une question que vous voulez savoir, et tu as un besoin de savoir, les questions sortent des élèves, et maintenant tu simplement répondre à leurs questions. Il est préparé pour apprendre. Alors, si vous achetez 2 livres cette année pour lire, le deuxième, je pense, c'est Mathematical Discovery. Comme ça, je vais faire un écart. Rappelez-vous de la guerre de Troie, la guerre contre l'ennui, et pour la meilleure raison des raisons, l'amour. Et un visage lança 1000 bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un visage lança 1000 bateaux? Nous avons l'idée qu'une image vaut 1000 mots. Mais c'est quoi les effets des images sur la rétention des apprentissages? Il y a un effet psychologique qui s'appelle the Picture Superiority Effect. Et cet effet s'est décrit comme ça. Si vous avez écouté quelque chose exprimé en mots, en oral, à l'intérieur de 72 heures, tu peux souvenir seulement à peu près 10%. Mais si tu ajoutes une image à ça, tu peux souvenir à peu près 60%. C'est plus que 6 fois plus de retenue de le contenu. Alors, avec une image, comment pouvez-vous expliquer n'importe quoi, le contenu de les cours que vous êtes en train d'enseigner? Voilà un exemple. C'est difficile peut-être de lire en bas, il dit « Merci pour tout ce que nous avons vécu ». Et avec une image, il y a toute une histoire qui est branchée avec cette image. Pouvez-vous trouver des images que tu peux utiliser pour exprimer des idées complexes et connecter ces idées avec cette image? Pour les élèves, quand ils se souviennent l'image, ils se souviennent toute l'histoire. Par exemple, aux sciences. Faites un expériment avec moi pour un instant. Souvenez-vous où vous êtes 4 ans dans le passé, 4 ans avant aujourd'hui. Pense de ça. Où étiez-vous 4 ans au mois de février? Tu as une idée dans ta tête où vous êtes? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les personnes dans notre vie? C'est quoi ton job? Maintenant, imagine que tu fais la même demande de vos élèves. 4 ans pour vous, c'est un petit pourcentage de ta vie. 4 ans pour vos élèves, pour quelques élèves, c'est une demi de leur vie, ou un quart de leur vie. Et ensuite, montre cette image et dit, quand tu regardes dans le ciel ce soir, la lumière que tu vois, il a quitté Alpha Centauri 7 jours-là, 4 ans passés. Ou peut-être tu peux montrer une image comme ça, un autre exemple de science. Un arbre est composé de l'air. Il est surtout constitué de carbone qui respire.
Penses-tu que le contenu d'un arbre devient de la sol? La plupart des élèves pensent ça. Mais si c'est vrai, parce qu'ils perdent des feuilles chaque année, puis les feuilles retournent, puis ils perdent des feuilles, et si toute la matière d'un arbre vient de la sol, il ne reste pas de sol. La matière d'un arbre vient de l'air. Avec une image branchée, avec une idée complexe, juste souvenez-vous l'image et branchez ça avec une idée complexe. Ou peut-être tu peux partager des histoires seulement dans une phrase, comme les filles tristes. Et quand j'ajoute une image, l'effet, c'est plus profond. Des fois, on n'a besoin pas de texte. On a besoin seulement de l'image pour partager une histoire. Ou peut-être vous avez une histoire pour partager avec une phrase ou deux phrases. Un jour, tous les villageois ont décidé de prier pour la pluie. Et ce jour-là, tous les gens étaient rassemblés, mais un seul garçon est venu avec un parapluie. C'est la foi. Et maintenant, j'ajoute une image. Et regarde l'effet. Ou un autre exemple, une autre histoire. Quand vous lancez un bébé en l'air, il rit parce qu'il sait que vous serez là pour l'attraper. C'est ça la confiance. Et maintenant, avec une image, vos photos. Tu sais, tu as déjà toutes ces histoires dans tes vies maintenant. Prends 2 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un téléphone avec des photos dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des photos? OK, prends 2 minutes. J'attends pour... Tourne à votre voisine et trouvez une photo et partagez l'histoire branchée avec la photo. Vous avez une photo que tu l'adores, j'imagine. Prends 2 minutes. Juste partagez l'histoire branchée avec une photo. J'attends pour 1 minute. Alors, je sais que tu as besoin de plus de temps. Mais la salle a explosé avec des conversations, avec des sourires. Tu vois maintenant que vous avez ces histoires avec vous. Tu promenades avec eux dans votre poche. Et les meilleures photos que tu peux utiliser pour enseigner votre cours, c'est les photos que tu prends vous-même, ou plus que ça, plus meilleur que vos photos, c'est les photos de vos élèves. La seule question, c'est quoi les questions que tu donnes à vos élèves pour chercher des photos qu'ils vont ramener à la salle de classe pour exprimer une histoire bien branchée avec le contenu de vos cours. Alors, la plus grande guerre, nous sommes en train de parler de cette guerre contre l'ennui, a besoin des plus grands héros. Et c'est là que vous intervenez. Parce qu'on peut être des héros, mais seulement quand vous mettez vos étudiants en la place du plus grand héros que vous. Parce que c'est vraiment les histoires de vos élèves qu'on veut brancher ou connecter avec le contenu des cours que nous êtes en train d'enseigner. Alors, les gens pensent par métaphore et apprennent par des histoires. Est-ce qu'il y a des façons d'utiliser des métaphores dans notre enseignement, dans notre cours?
Est-ce qu'il est possible de demander aux élèves de trouver des métaphores bien branchées avec le contenu de le cours? Je parle, juste à ce moment-là, je parle de toutes sortes des idées, mais honnêtement, pratiquement, qu'est-ce que ça regarde? Si tu vois ça dans une salle de classe, comment est-ce que ça fait? Comment tu peux faire ça dans une salle de classe? Dans une classe, et pas une classe simple, une classe difficile, une classe de maths. Quelle sorte d'histoire pouvez-vous utiliser dans une classe de mathématiques pour exprimer une idée complexe, mais bien branchée avec une histoire qui vous aide de souvenir quelque chose d'important pour le cours? Laisse-moi vous montrer. Si j'utilise cette histoire dans mes cours, une des choses que j'ai un mandat d'enseigner, c'est quelque chose qui commence avec cette histoire. Gauss, Carl Friedrich Gauss, était un Allemand de 1780 et quand il était à peu près 7 ans, dans la première année, la deuxième année, il est dans une salle de classe un jour-là où toute la classe, toute une classe de garçons, est vraiment excitée avec beaucoup d'énergie et le prof simplement besoin d'un instant de calme juste pour transitionner d'une activité à une autre. Mais les élèves ne veulent pas lui donner. Alors peut-être tu as eu une classe comme ça. Moi-même, j'avais des classes comme ça des fois. C'est si difficile de contrôler les classes. Et finalement, cette prof a demandé aux élèves de additionner tous les nombres de 1 à 100, juste pour avoir 5 minutes de calme. Et le petit Gauss, tout le reste de la classe commence à additionner tous les nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4, et continue comme ça. Mais le petit Gauss s'assoit à son place et il commence à penser des chiffres. Il prend son ardoise et son craie, parce qu'il n'existe pas le papier à ce temps-là, et il pense les nombres 1 à 100. Et dans sa tête, il commence de jouer avec les nombres. Qu'est-ce qui se passe si je copie tous ces nombres, mais en renverse? Est-ce qu'il y a une régularité qui sort de cet arrangement des nombres? Et il s'assoit, il pense, il commence de les regarder dans les colonnes. Tu regardes dans les colonnes? Est-ce qu'il y a une régularité de ces nombres dans les colonnes? 1 et 100, 2, 99, 3, 98. Il y a une régularité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaissait la régularité ici? Juste dites-moi oui, juste moi, OK? Oui, c'est tout 101. Mais combien des 101 est-ce qu'il y a? Mais nous avons une liste de 100 nombres, ça veut dire que nous avons 100. Connaissez-vous comment de multiplier un nombre par 100? Qu'est-ce que tu fais? Juste ajoute 2 zéros. Alors, pour ajouter 2 zéros à 101, ça nous donne 10 100. À ce moment-là, le petit Gauss, il prend une pause. Il dit, wow. Je vais additionner toutes les nombres, oui, mais j'ai 1 à 100 un fois en haut, et au milieu, tu peux voir une deuxième fois tous les nombres 1 à 100. Et j'avais additionné tous les nombres 2 fois. Ça veut dire que j'ai besoin seulement la moitié. OK. La moitié de 10 000 et la moitié de 100 en 5 minutes, plus loin qu'il doit pour moi expliquer tout ça. Le petit Gauss montre la réponse à son professeur. Voulez-vous avoir un gars comme ça dans ton classe? Mais, et si c'était mon salle de classe, le processus suite, c'est juste de trouver une formule. Comment est-ce quand on reconnaît une régularité comme ça dans une liste des nombres, comment je peux trouver une formule? On ne fait pas ça maintenant, mais
J'ai plus de temps que 5 minutes avec ma salle de classe. Mais chaque fois que j'ai besoin de cette formule, et je suis honnête avec vous de ça, je ne me souviens pas la formule. Je me souviens de cette histoire et le processus de le petit Gauss. Et je simplement suis le même processus pour créer la formule chaque fois que j'ai le besoin. Parce que c'est l'histoire que je me souviens. Je ne me souviens pas le fait, le formule. Alors, vous vous rappelez de la guerre de Troie? C'était quoi le secret pour la victoire pendant la guerre de Troie? Le cheval de Troie, oui? Et il semble comme ça. Imagine que vous avez une histoire comme le cheval de Troie. Et pendant la nuit, après les élèves quittent la classe, toutes sortes des idées branchées avec son histoire vont quitter le cheval et trouver leur propre place dans l'esprit des élèves. Est-ce que c'est possible de créer des histoires, de trouver des histoires comme ça pour exprimer des idées complexes, mais dans une façon avec des idées collantes? Parce que tout ce que j'avais dit jusqu'à ce moment-là, c'est juste pour vous montrer cette diapo. Honnêtement, c'est la fin de mon présentation, c'est ça. Okay? Ça, c'est juste cette diapo. L'art de compter, c'est un cheval de Troie pour l'apprentissage. Mais la question, c'est, à la recherche de vos histoires, où est-ce que vous pouvez trouver ces histoires pour vous aider d'expliquer quelque chose de complexe dans une façon engagée pour vos élèves? Bien, il y a des sites web. Il y a un site web qui s'appelle En ce jour, avec toute l'histoire, toutes les choses qui se passent aujourd'hui. Il y a un site web En ce jour en mathématiques, En ce jour dans l'histoire, En ce jour dans les sciences naturelles, En ce jour dans la littérature, En ce jour dans la musique, En ce jour dans l'art et En ce jour au-delà des nouvelles. Cet site web de Finding Dulcinea, il trouvait les histoires en l'arrière de les nouvelles d'aujourd'hui. Même si, comme ces sites web peut-être être en anglais, ça fait rien parce que vous êtes les raconteurs. Et c'est vous qui vont exprimer ces histoires, ces contes à vos élèves dans ton propre façon. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire, une histoire vraie à propos de David, un de mes étudiants. David prend mon cours de maths en 10e année. C'est le début de le semestre et il était le premier étudiant dans la salle de classe. Mais David est spécial parce qu'il est nouveau à l'école au 10e année. Mais pas simplement nouveau à l'école, il a juste déménagé dans une nouvelle maison, pas d'un autre endroit de la ville, d'une autre province. Tu ne peux pas être plus nouveau que David. Imagine pour un instant que vous êtes David. Vous êtes le premier étudiant dans la salle de classe. Toutes les pupitres sont libres. Lequel est-ce que vous choisissez? Quel siège est-ce que vous prenez-vous? Au début, en arrière, alors tu prends l'arrière, moi aussi, et David aussi. Il prend un siège juste complètement à l'arrière, tout à droite de la classe.
Et si le temps reste, je vais expliquer le reste de l'histoire de David, parce que j'ai des autres choses à vous partager et j'ai juste regardé que je n'ai pas assez de temps. Alors, à la recherche des histoires de nos étudiants, j'avais créé un écart, je pense. Alors, toutes les histoires de vos propres étudiants existent déjà dans vos classes. Quand tu retournes à ta famille à la fin d'une journée, tu prends un siège pour souper avec ta famille et tu dis, j'ai une histoire pour toi d'un de mes étudiants aujourd'hui. Est-ce que vous avez des histoires pour vos étudiants? Une histoire de vos étudiants que tu partages avec vos familles des fois, qui font des choses? Mais il y a des histoires qui se passent aussi dans la salle de classe chaque jour. Ça, c'est une image de ma propre classe. Et chaque jour dans ma classe, je demande aux élèves, qu'avez-vous appris? Et je demande aux élèves, il y a une deuxième question. Alors maintenant, je travaille au niveau de la division scolaire, mais si j'étais dans une salle de classe, j'ai une deuxième question que je veux demander à mes élèves. La deuxième question, c'est que qu'avez-vous fait aujourd'hui pour aider l'apprentissage d'une autre personne? Parce que si tout le monde dans la salle de classe a cette perspective, ça change la culture de la classe. Alors, dans ma salle de classe, on demande aux élèves de lire le texte, mais honnêtement, je ne demande pas aux élèves de lire le texte parce qu'ils ne lisent pas. En place de lire les textes, chaque jour, j'ai un de mes étudiants qui est un scribe. Et je ne demande pas aux élèves de lire les textes, je les demande d'écrire le texte. Un élève par jour. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Décrivez tout ce que vous avez appris dans mon salle de classe aujourd'hui. Lancez ça comme un billet de blog. Si tu penses qu'une image vous aide ou des couleurs ou des liens ou n'importe quoi, tu peux ajouter ça aussi. Et quand tu termines ton billet de blog, choisis un autre élève dans la salle de classe, n'importe qui, pour continuer l'histoire de notre aventure d'apprentissage ensemble. À la fin de la cour, j'ai un texte écrivé par les élèves pour les élèves. Au début, ces billets de blog regardent comme ça, juste un petit paragraphe. Et chaque jour, je commence la classe par regarder qu'est-ce que les élèves vont faire hier soir. Et je toujours donne une étoile et un veau. J'aime que tu l'as inclus la formule ici au milieu, mais j'espère que la prochaine fois, tu donnes la formule dans une ligne séparée avec un peu d'espace blanc. Alors, quand je prépare mon présentation pour présenter à vous et des autres profs, je retourne à cette billet de blog. Alors, dans notre école, nous avons des semestres de septembre à janvier et de février à juin. Et si tu regardes la date, c'est mars. Et même si c'est mars, c'est déjà un mois dans le cours et cet élève continue de juste écrire des petits paragraphes. Mais quand je retourne après cette étoile et veau, je retourne à le billet de blog et je trouve ça. Le vieil billet n'était pas là. Il la retourne et écrivait ça. Et une chose que tu ne connais pas de Cow Milk, ça c'est le sobriquet de cet étudiant qui utilise sur ligne. La chose que tu ne connais pas de Cow Milk, c'est qu'il ne parle pas, c'est une classe d'anglais, mais il ne parle pas anglais. Anglais, c'est une langue seconde pour lui. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait. Même il ne parle pas la langue. Avec les élèves qui parlent la langue, ça c'est une de mes autres élèves, pas le plus fort élève, mais une de mes élèves, qui juste expliquait qu'est-ce qu'elle a appris pendant un salle de classe. Et ce billet de blog continue, et continue, et continue, et continue, et ça suffit. Mais il continue. Alors, laisse-moi partager une autre histoire. L'histoire de Eddie. Eddie n'était pas un de mes étudiants. Eddie est un élève de 10 ans dans une école. Bien, laisse-moi reculer un peu. Voilà mon blog professionnel. Et j'ai eu un jour un commentaire
d'une personne par nom Eddie. Et je découvrais que Eddie est un élève de 10 ans qui allait à l'école au Georgia. Et dans son salle de classe, il a un blog. Voilà le blog de Eddie. Et Eddie il m'a trouvé ma blog et il m'a laissé un commentaire. Et je retourne à le blog de Eddie juste pour ajouter un petit commentaire. Il parle de la langue de maths. Et je laisse un petit commentaire, une petite rétroaction, quelques idées, j'espère, inspirantes pour lui. Après ça, il retourne à ma blog et les blogs de toutes mes classes sont branchés, sont connectés avec mon propre blog et ils vont trouver mon salle de classe de 12e année. Et il laisse les commentaires. Cet gars de 10 ans, il laisse des commentaires sur les billets de blog de mes élèves de 12e année. Après ça, le prochain jour, et pendant cette année, je suis en train d'enregistrer toutes mes classes dans des balados-diffusion chaque journée. Ce jour-là, les élèves étaient si excités à cause d'Eddie. Et on discutait, Eddie, pour 10 minutes pendant la salle de classe. Alors, je vais partager ces infos par lancer un autre billet sur mon propre blog, A Good Day. Nous avons passé une bonne journée ensemble à cause de l'effet de Eddie, la visite de Eddie. Et il a inspiré mes élèves de 12e année de travailler plus fort dans la mathématique. Alors, à cause de ça, à le temps, je ne sais pas que ça se passe, mais il y a un autre prof au Ohio qui lisait le blog de mes élèves, lisait le blog de Eddie, et elle a lancé un billet. Et tu connais le chanson de Buffalo Springfield? Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Elle a publié 7 billets de blog pour dire à tout le monde, regarde ce qui se passe entre ces deux classes, de 5e année au Georgia, puis la classe de 12e année de mathématiques, de précalcul au Winnipeg. Et après ça, le prof d'Eddie a lancé un autre billet pour discuter tout ça qui se passe. Et sur le blog de la professeure d'Eddie, dans le blog de eux-mêmes, elle a publié un billet de blog avec des balados-diffusion parce que Eddie est si excité à cause des commentaires que mes élèves laissent sur son blog. Et il vient pour parler avec le directeur de l'école et ils ont enregistré un petit balado-diffusion de quelques minutes. Ils ont le publié pour nous au Winnipeg. Après ça, il est invité de parler avec le directeur général de son division scolaire. Et aussi, ils ont créé une autre balado-diffusion et partagé avec nous. Alors, à la fin, je retourne à le blog de mes élèves et j'ai dit, c'est comme just one drop of water, there's ripples. Et un petit, comment tu dis, one little act of kindness. Laisse un commentaire sur un blog et regarde les effets qui continuent de faire. Et toutes sortes de ces histoires existent. J'ai dans mon blog, si tu regardes à droite, en bas, tu peux voir tous les liens de mes blogs. J'ai plus de 50 blogs. Et tu peux trouver toutes ces histoires. Ce n'est pas mes histoires. Ce n'est pas mon histoire que je vais partager avec vous. C'est les histoires de mes élèves. Ces choses se passent dans nos classes chaque jour. Jour par jour, il y a des histoires comme ça qui se passent dans toutes les salles de classe, par tout le monde. Et l'effet de tout ça sur ma classe participe dans le monde. Et ça rentre le monde dans nos salles de classe. Et honnêtement, une histoire comme Eddie, c'est vraiment comme le Network Spaghetti. C'est qui a inspiré qui? C'est qui est enseignante et c'est qui est apprendeur. Alors, comment vos élèves vont raconter des histoires? Comment est-ce qu'ils peuvent exprimer eux-mêmes dans une façon globale pour faire une contribution à le monde? Ça, c'est un site web créé par mon ami Alan Levine sur ligne, il s'appelle CogDog. Le site web s'appelle 50 Ways to Tell a Web 2.0 Story. Alors, 50ways.wikispaces.com,
Si tu allais là et tu regardes juste à droite, tu peux voir, il y a 3 étapes pour créer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une histoire de 1 minute de son chien et il a fait cette histoire en utilisant plus que 60 outils différents qui existent sur la web, juste pour montrer à des autres personnes comment tu peux utiliser toutes sortes d'outils pour exprimer une histoire. Et si ça vous intéresse, tu peux rechercher tous ces outils avec des exemples de comment tu peux les utiliser pour exprimer une histoire. Mais regarde bien que le premier ligne dans le processus, c'est commence avec l'histoire. Si vous avez une bonne histoire de partager, tu peux faire des très bonnes choses. Si l'histoire est faible, n'est pas forte, les outils ne créent pas quelque chose de fantastique avec de contenu faible. It's always interesting, sometimes terrifying, but it's never boring. Get ready. You're about to see what it's really like. Ça, c'est un autre site web d'un cours qui s'appelle un MOOC. Un MOOC, c'est une Massive Open Online Course. Et cette cours de DS 106, Digital Storytelling 106, ils ont créé une banque de tâches, plus de 500 tâches. Toutes les tâches sont créées par les élèves dans le cours. C'est les élèves qui décident c'est quoi la tâche que je vais le faire pour montrer mes connaissances. Et aussi, il y a plus que 4000 exemples des tâches complétées que tu peux regarder pour trouver une bonne tâche pour vos élèves. N'importe quel sujet, c'est juste, les questions, c'est, le seul limite, c'est votre créativité. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une limite. De quelle sorte de tâches tu peux utiliser pour trouver une façon pour vos élèves d'exprimer leurs idées. Parce qu'à la fin, l'art de compter, c'est un cheval de Troie pour l'apprentissage. Mais les vrais raconteurs, c'est nous comme profs pour expliquer quelque chose de difficile, mais aussi n'oubliez pas que premièrement, c'est nos élèves qui doivent expliquer qu'est-ce qu'ils apprennent. Juste comme nous, quand nous avons avoir l'opportunité d'être des enseignantes et nous avons eu une plus profonde compréhension de notre sujet, c'est le même avec les élèves. Donne-eux l'opportunité, donne les élèves la parole d'expliquer qu'est-ce qu'ils apprennent de vous et célébrer ça avec tout le monde. Alors, allez-y, trouvez vos histoires, mais n'oubliez pas aussi de les partager. Merci. Thank you. Thank you. Merci. Merci. Wow. Je pense